Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Univers de femmes. Vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la marche anti-MONUSCO à l'est de la République démocratique du Congo. La population de l'Est veut à tout prix que la MONUSCO puisse quitter les sols congolais. Vous avez aussi vu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du 42e sommet de SADC. Il a pointé du doigt le Rwanda d'être à la base de l'insécurité qui bat son plein à l'est de la RDC. Le 5 septembre prochain, c'est déjà la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de l'enseignement primaire en RDC? Nous allons en parler autour de cette émission Univers de femmes. Et je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai Madame Josiane Polo qui est l'invitée de notre émission Univers des femmes de ce jour. Madame Josiane, bienvenue sur les antennes de Canal Numérique Télévision. Bonjour Madame Mireille. Oui. Je vous ai présenté, vous êtes activiste sociale, au cadre au sein de l'ASBEL Enjeux et Solidaires. Vous êtes activiste sociale, je venais de le dire, qui prend l'apprentissage de jeux dans l'enseignement congolais. Quelle est votre motivation? Alors, on va dire que la motivation fait d'abord partie de mes valeurs intrinsèques. Je suis une personne, je pense, qui milite beaucoup pour la dignité humaine, de par mon métier et je pense par les valeurs inculquées par ma famille. En vivant, parce que je vis en Belgique, comme beaucoup de gens qui me connaissent le savent, je reste congolaise. Je pense que ma peau permet de dire quand je suis de l'autre côté, on me rappelle à ma couleur de peau, donc on me rappelle à la notion d'étrangère, ce qui fait qu'on a toujours cette sensibilité pour nos pays d'origine. Parce qu'il ne faut pas penser que quand on est de l'autre côté, en tant qu'étranger, on se dit non, on est acculturé, on devient typiquement européanisé ou américanisé. Non, loin de là, il y a toujours cette sensibilité, cette appartenance pour nos racines. Alors, en revenant régulièrement au Congo, pour la petite histoire, c'est que quand je venais ici pour les vacances, à un moment donné, chemin faisant, étant éducatrice spécialisée en Belgique, l'idée c'était de voir un petit peu ce qui se faisait ici dans les institutions. Alors, la première fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans une institution, il fallait ramener des choses, parce qu'on nous demande toujours de venir de préférence avec quelque chose. Ne sachant pas quoi ramener directement, j'ai plutôt axé sur ce que je connais le plus, qui est l'enseignement. Oui. Et donc dans l'enseignement, comme je travaille principalement avec les jeux de l'autre côté, je me suis dit de ramener la même chose ici. Et quand on a ramené le matériel ludique, on s'était rendu compte étonnamment que les enfants n'arrivaient pas. Donc on a expliqué des notions de jeu. Donc je prends par exemple un petit jeu comme ça, j'ai ramené des petits matériels pour que les gens puissent voir. Oui. Donc quand on a ramené des jeux tout simples, pour moi, d'apparence comme ça, je joue avec ça. Pour certains enfants, donc on verra ici, il est marqué à partir de 6 ans. Oui. Donc la palette elle est large, mais quand on met, c'est une tranche estimée. Ici on a à partir de 4 ans, mais j'avais des enfants qui n'y arrivaient pas malgré les explications. Et on ne pouvait pas les incriminer, eux, ou dire que le niveau est faible ou pas, parce que certes, si on fait une photographie comme ça large, on aura l'impression de se dire que le niveau est faible, mais le problème ne vient pas du niveau. Le problème venait plutôt des outils qu'on met à disposition des enfants pour l'apprentissage. Et comme ce ne sont pas des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser, c'était tout à fait normal que les enfants ne puissent pas maîtriser la chose. Alors, je me suis dit, chemin faisant, au lieu de faire peut-être ce que tout le monde faisait déjà, parce que j'entends beaucoup de gens qui font des choses à leur niveau, en fonction de, on va dire, de leur connaissance de base aussi, je me suis dit d'apporter ce que moi je sais faire, donc c'est l'apprentissage, c'est l'instruction, c'est l'éducation, sous la forme ludique bien évidemment. Et depuis que vous le faites, est-ce qu'il y a des avancées significatives? Vous avez une équipe sur terrain qui travaille, puisque vous n'êtes pas à Kinshasa, il y a une équipe qui travaille là-dessus. Alors, on est une équipe d'animateurs avec laquelle on travaille régulièrement. Effectivement, quand je ne suis pas là, c'est eux qui prennent le relais. Ils sont formés, mais c'est surtout formés à l'utilisation du matériel, puisque pour aller dans les centres, dans les orphelinats et autres, il faut déjà manipuler le matériel, avoir un minimum de connaissances sur le développement de l'enfant. Donc ça, ils ont la base. Et c'est vrai qu'ils sillonnent en fonction de la demande et aussi en fonction de la disponibilité. Vous descendez dans les écoles, dans les institutions, dans les orphelinats? On avait d'abord les écoles publiques. On avait d'abord privilégié les orphelinats, mais la demande étant grandissante, on a voulu élargir dans les écoles. Maintenant, en voulant élargir dans les écoles, il faut des autorisations spécifiques. Donc, on avait fait les demandes à l'époque, ça n'a pas donné, en tout cas, les fruits escomptés, puisqu'on en est caduc. Maintenant, il y a les écoles, les institutions, on va dire un peu privatisées, qui ont fait appel à nous. Et là, on va dans certaines institutions, mais publiques, on n'y est pas encore parti. Chez les catholiques, on est parti.
Et comme je dis, les institutions dans les écoles, dans les camps, là on a fait aussi dans les camps militaires. Mais vos matériels coûtent énormément cher, ce qui ne permet pas aux écoles publiques d'en avoir. Quelles recommandations pouvez-vous lancer à l'endroit du ministère de l'enseignement primaire? Alors, on est venu à l'époque, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas relancé entre-temps, mais on est venu vers les ministères compétents dans le domaine. On n'a pas eu suite, donc je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a aussi une réalité institutionnelle qui s'est imposée à nous, et je pense qu'on ne peut pas demander à des gens qui font déjà du don de soi de faire plus qu'eux ne peuvent le faire. Donc à partir du moment où les personnes qui sont compétentes dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation, de l'instruction sont là, à eux d'avoir une analyse et de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour justement le développement. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore écrit au ministère de l'enseignement primaire? Les écrits ont été faits. Ça, on avait pris les contacts. On a rencontré les personnes de contact, mais que eux me disent pourquoi il n'y a pas eu de suite, parce que c'est eux qui ont la réponse. Nous, on a fait le premier pas, on a montré, je pense même on avait exposé une 50aine de jeux avec explication du projet et autres, mais jusqu'à preuve du contraire. Et vous estimez que l'apprentissage des jeux contribue à l'éducation des élèves? Fortement, il faut savoir, pour que les gens puissent un peu imaginer ce que je vais dire, dans tout, il y a ce qu'on appelle une évolution. Le processus dans la société est fait comme ça. Alors, je prends l'exemple de la télé noir et blanc. À l'époque, c'est ce qu'on utilisait. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il utilise encore cette télé noir et blanc? Personne. Personne ne le fait. C'est pareil en éducation. Alors, une éducation est circulaire, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles pédagogies qui sont adaptées parce que les enfants de hier ne sont pas les enfants d'aujourd'hui. Donc, les comportements ont changé. Il y a des problèmes d'attention parce qu'aujourd'hui, on est avec tout ce qui est les réseaux sociaux, les GSM et tout, donc on a du mal à capter l'attention des enfants. Alors, il y a les neurosciences le disent, il y a des études qui ont été faites. Donc, on aménage des pédagogies alternatives et le jeu a l'avantage parce que... Vous pouvez le démontrer, je vais prendre le plus basique, qui est un jeu de cartes et qui est le jeu, on va dire, qui revient le moins cher. Un jeu que tout le monde, je pense, globalement connaît, c'est le jeu de bataille. Donc, quand on joue à bataille, on sait que c'est la carte la plus forte qui va gagner. Mais quand on le fait avec un enfant, on est dans les mathématiques. On ne s'en rend pas compte, mais on est dans les mathématiques. Justement. On se dit seulement, on dira que la bétika qu'a joué les kinango, c'est de l'occupationnel. Non, on est dans l'apprentissage des mathématiques. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui a peut-être reçu une information à l'école, parce que l'enseignant va donner ce qu'on appelle une information à partir du cours. Donc, l'information est ce qu'on appelle descendante. Le titulaire donne l'information, l'enfant perçoit cette information-là. Mais il doit le restituer, donc il doit prouver qu'il a matérialisé cette information-là. Alors pour le prouver, on passe maintenant par des canaux autres. Et s'il ne l'a pas compris, le jeu va maintenant renforcer les acquis de ce que l'enseignant a peut-être prôné de l'autre côté. Alors quand je prends le jeu de bataille, donc voilà, l'enfant va se dire, tiens, telle carte est plus forte que l'autre. Je suis à égalité, donc quand je mets 5 et 5, je sais qu'on est dans l'égalité. Justement, là où vous faites aussi la mathématique. Alors là, on est dans les mathématiques. Et encore, j'ai pris bataille parce que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, mais on a inter aussi. Donc ce sont tous ces dérivés des jeux de cartes qui nous permettent justement d'axer les mathématiques, mais sous forme et erreur. Et l'avantage, c'est que quand on fait une erreur dans le jeu, mais je ne vais pas crier sur l'enfant. C'est juste, je vais le corriger en disant, mais non, c'était pas bon, c'était pas ceci. Donc on est dans l'essai et l'erreur. Il faut savoir que un apprentissage comme tel, pour qu'il soit optimal, donc il faut l'attention de l'apprenant. Donc en jouant, on capte l'attention de celui qui est censé apprendre. Il faut qu'il interagisse. Donc cette manière de faire où on est passif, on reçoit juste de l'information, ce n'est plus d'actualité. Donc pour que ce soit vraiment optimal, il faut que l'apprenant interagisse avec, en tout cas son apprentissage en soi, et le jeu maintenant permet de restituer cela. On demande aussi de l'essai-erreur, parce que qui dit on prend un enfant quand il apprend à marcher, on regarde, il va faire un premier pas, il va retomber, il va faire tout, mais ce n'est pas grave. À un moment donné, la marche va devenir fluide. Le jeu ramène cela puisque il va apprendre, il va faire des erreurs. Il y aura des corrections qui vont se faire, mais sans le stress derrière où on va crier dessus parce qu'on va dire ah non ce n'est pas bien ceci cela. Non, on est dans un moment de détente, mais qui renforce des acquis et qui consolide les essais et les erreurs. Donc, en vous entendre parler, l'éducation en République démocratique du Congo n'est pas moderne, s'il faut le dire. Non, malheureusement, elle n'est pas à jour. Elle n'est pas à jour. Elle n'est pas à jour. Donc, je demanderai, ça sera un peu critique de ma part de le dire comme ça, mais autant nous avons nos représentants qui prennent le temps de porter les dernières tenues à la mode, il serait peut-être temps aussi de s'adapter au niveau des pédagogies. Très bien.
Là, vous avez suivi les explications de Madame Josiane Polo sur l'apprentissage des jeux dans l'éducation des enfants. Le 16 août dernier, c'était la journée internationale de cerf-volant. C'est aussi un jeu. Suivez, nos reporters étaient sur le terrain. Suivez, on s'y retrouve tout juste après. Le monde a célébré ce mardi 16 août la journée du cerf-volant, appelée par les Quinoises et Quinois l'Itaka. Il est fabriqué par le sachet et le nervure, comme vous le voyez dans ces images. Ces magnifiques jeux amusent les enfants qui l'utilisent en marchant ou en courant entre amis et frères. Ces mouvements aident à pratiquer des exercices physiques sans en avoir conscience. Le jeu du cerf-volant améliore également les compétences sociales tout en contribuant au maintien de relations solides avec l'entourage. Malheureusement, certains n'ont pas trouvé du plaisir à ces jeux pendant leurs vacances. Je connais le cerf-volant, mais seulement j'ai pas joué à ça en tout cas. Et c'est parce que moi je suis grandi avec les filles. Je connais avec les filles, je voyais souvent les amis garçons qui jouaient avec ça. Et moi, je n'ai pas eu en tout cas l'occasion de pouvoir jouer avec ça. C'est pas parce que je n'aimais pas, mais seulement je ne m'intéressais pas à ça. Contrairement aux autres garçons, moi j'ai joué avec des poupées, je faisais des trucs, des icônes, des silicotis, des trucs pareils. D'autres par contre se sont remémorés de ces jeux qui les procuraient du plaisir et étaient un moyen d'amusement avec le vent. Bumo nati sentiment les cas qui ont tellement sur place il y a moins de kende. Ce qu'on s'est là quand on m'a bé quand on fait ça la capouille. Au moins il faut y nasser bambani. Mais ce que ça quand on malam. Le ce que ça quand on malam au moins la mettre télémi aux ofungo là. Ce qui peut singeza ma bé et katana. Au moins quand c'est katana ni kolé qui beaucoup mi kolanda ngo tita on sous na troisième avenue de quatrième avenue kuna kolanda au singa nao. Les DGE, les DGE, ils sont tombés dans la foi, dans les DGE, ce qu'on dit pas vacances, on a mis tout bas, j'ai mis tout pour ça. On a bas, j'ai les autres mine na vacances. Son ils pensent voir que ça va Dakar ou les écoles en vacances pour pendant études moyen ça va dans l'eau qu'on y a. Signalons par ailleurs que le cerf-volant est devenu un sport, un festival auquel participent beaucoup de pays tels que le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil, pour ne citer que cela. Et voilà des retours sur ce plateau, Madame Josiane Polo. Vous avez vu la journée internationale des cerfs-volants. Les cerfs-volants contribuent aussi à l'éducation de l'enfant? Oui, ça fait partie, parce que tout moment, en fait, dans le jeu, il y a la perception au niveau de l'imaginaire collectif. Les gens vont se dire... il y a qui s'attend, du passe-temps, on le voit comme quelque chose de futile. Et justement, il faut sortir de cet a priori du jeu. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser au maximum, d'où remerciement à la chaîne de nous accueillir, puisque quand vous nous donnez la parole, vous nous permettez aussi de faire comprendre. Et sensibiliser, oui. voilà. Donc les gens doivent sortir de cet aspect-là. Alors il faut se dire qu'il y a les jeux, comme ceux que j'utilise principalement, qui sont vraiment des jeux d'apprentissage, habituellement. Mais dans le jeu, il y a plusieurs catégories. Il y a aussi du jeu dit occupationnel, mais parce que l'être humain en a besoin. L'être humain a besoin de temps en temps de prendre un moment de détente, de prendre du moment pour lui, et ça contribue au bien-être. Et si on se réfère à ce que l'OMS dit, être en bonne santé, c'est aussi, ça fait partie du bien-être, ce n'est pas que le physique. Voilà. Donc quand on est bien dans sa peau, automatiquement, même les apprentissages sont optimales. Donc ces petits jeux, ces petits moments de détente font partie de l'apprentissage. À part les jeux de cartes, il y a quel jeu encore que non, vous pouvez ici, on va dire qu'il y a le Time's Up. C'est un jeu où on doit faire deviner une carte. Donc moi, je tiens une carte dans les mains et mon interlocuteur est censé, celui qui fait partie de mon équipe est censé deviner cette carte-là. Mais le truc d'ici, c'est que sur cette carte, il y a un mot, mais je ne peux pas le prononcer. Donc le fait qu'il doit deviner cela, donc ça veut dire on doit rationaliser la pensée. Donc l'enfant doit pouvoir essayer de deviner, mais c'est tout un exercice pour un enfant, puisqu'un enfant généralement ne synthétise pas. Là, ce sont les enfants de 4 ans. Alors, il est marqué 4 ans sur la boîte. Maintenant, je suis consciente que par moment, en fonction des aptitudes des enfants, mais quand je parle d'aptitude, c'est plutôt l'utilisation qu'ils ont des outils, parce qu'il y a une version un peu plus grande, pour les un peu plus grands, mais malheureusement, comme les enfants n'ont pas l'habitude, pour certains, je préfère partir avec les basiques et on monte graduellement en fonction des résultats obtenus. Donc il y a de ça.
Donc ça permet de verbaliser, ça permet aussi d'apprendre des nouveaux mots, puisque quand on verbalise avec les enfants, automatiquement on enrichit leur vocabulaire. Voilà. Alors quand on parle de l'enrichissement du vocabulaire, donc ça veut dire que c'est un enfant qui sait restituer une information. C'est aussi un enfant, parce qu'on parle de la violence, mais la violence est aussi une carence de mots. Celui qui ne sait pas bien s'exprimer aura tendance à verbaliser les faits par de la violence. Donc ça fait partie de ces jeux qui permettent aussi cet apprentissage. On est dans la grammaire, on est dans l'orthographe, et on est dans la rationalisation de pensée, on est dans la concentration aussi. Ce sont toutes ces petites choses-là qu'il faut travailler pour pouvoir obtenir des résultats au niveau de l'apprentissage. Et à part ça, ici, bon, j'ai pas pris tout mon stock parce qu'on en a beaucoup et les animateurs circulent. Donc ici, c'est, on va dire, un peu comme la tour de Pise. Hein. Donc, ce sont des formes qu'il faut pouvoir empiler en fonction de ce que la carte montre. Alors, je ne sais pas si les gens voient bien, mais ce sont des formes géométriques. Donc ça veut dire que les enfants doivent pouvoir les situer dans le bon sens pour pouvoir les placer. On est dans la géométrie tout simplement. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais ça fait partie de ça. Donc ça permet aux enfants toujours dans la pensée. De grandir mentalement et tout, psychologiquement. En tout cas, ça construit la neuroscience, ça construit le cognitif de l'enfant. Donc, d'où l'importance d'utiliser aussi des jeux autres. Là, on l'utilise à l'école, mais aussi à la maison, dans nos familles respectives. Tout à fait. Si ceux qui peuvent y avoir accès, effectivement, peuvent les utiliser à la maison. C'est même tout bénéfice, hein, puisqu'à l'école, on va dire, ça sera que le moment où l'école va le proposer et les élèves étant nombreux, les moments seront peut-être courts, tandis qu'à la maison, une fois qu'on a le matériel à portée de main, il est nettement plus facile de pouvoir les utiliser. Autre jeu, je vois ici. Alors, j'utilise beaucoup, en premier lieu, les jeux où on parle, parce que, voilà, je prends contact avec les enfants. La première chose, c'est d'abord la prise de contact. Alors, la prise de contact passe par le verbal, généralement. Et j'utilise beaucoup de jeux où on emploie beaucoup de mots, parce qu'il y a une pauvreté de vocabulaire actuel, mais que les gens ne s'en fassent pas. Même de l'autre côté, c'est pareil, parce qu'avec l'utilisation d'Internet et autres, les gens parlent moins. Dialogue peu et la pauvreté. Oui, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, les enfants sont plus dans les réseaux sociaux, ils n'ont pas les temps. Hein. Oui, ils y sont, mais les résultats scolaires le dénotent. Parce qu'on dit oui, on n'a pas le temps, mais quand on est face à sa feuille de notes, quand on est face à ses examens, ça se ressent. Je sais qu'il y a même un professeur de droit qui a fait une chaire sur le sujet, parce que même des étudiants en droit, qui sont quand même des élites, ont bâclé. Le niveau scolaire actuellement ne permet même pas à des élites d'être, considérés comme tels. Donc si on est à ce niveau-là, que va-t-on dire des autres qui ne l'ont pas? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rendre les choses comme telles. Donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à verbaliser, réapprendre à écrire. Alors, malheureusement, l'utilisation de tout ce qui est le numérique et tout prend le dessus. Mais alors il faut utiliser les alternatives qui vont permettre de consolider cela. Très bien, Madame Josiane Polo, je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes enseignante. Non. Vous prenez, éducatrice, hein, vous prenez l'apprentissage des jeux dans les milieux scolaires en République démocratique du Congo également. Vous nous avez démontré quelques jeux sur place. Mais quel message pouvez-vous lancer au ministère de l'enseignement primaire en RDC? Alors, en tant que travailleuse sociale, puisqu'on est éducatrice spécialisée, c'est en premier lieu un travailleur social, notre rôle, c'est de réfléchir aux solutions d'accompagnement pour l'autonomisation du public avec lequel on travaille. Donc aujourd'hui, mon ministère de référence seront ceux qui ont en tout cas le pouvoir d'apporter des changements dans mon domaine. Et je dirais à ces personnes, mais de travailler avec les personnes du secteur. On ne fait pas des actions pour la bonne forme ou pour se donner bonne conscience. On fait des actions réfléchies et qui ont un impact à long terme. Des actions sparadrap qui ne sont pas porteuses sur le long terme, ne sont pas rentables. Donc à un moment donné, il est bon pour ceux qui prennent les décisions, de réfléchir à l'avenir de la population, parce que c'est leur rôle, et de prendre et de mener les actions qui se doivent. Mais pour cela, faites appel aux personnes de terrain. Mais je parle vraiment des personnes de terrain compétentes. Hein. Il ne faut pas faire de la figuration, donc travailler avec les professionnels du secteur. Ça, c'est déjà la première chose, parce que ce sont les seules personnes qui seront à même de trouver les solutions, puisqu'ils vivent les réalités du terrain, et ils ont des pistes, parce qu'ils sont outillés, ils sont formés à cela. Très bien, Madame Josiane Polo, vous êtes un encadre au sein de l'ASBEL, Enjeux solidaires. Parlez-nous un peu de votre ASBEL, en long et en large. Alors, Enjeux solidaires, c'est, on va dire, la convergence d'idées de plusieurs personnes qui ont estimé qu'effectivement, il était temps d'apporter une aide un peu différente au sein de la RDC, puisque nous sommes principalement d'origine congolaise, soit congolais, soit d'origine congolaise, donc on va même dire congolais tout simplement. Et
bon, on veut faire des choses pour le Congo, on nous fait comprendre qu'il faut faire les choses pour le Congo, on est motivé pour faire les choses, mais la question était de savoir, est-ce qu'on vient apporter des solutions sparadrap qui finalement ne vont rien apporter de bon, et ça fait peut-être beau sur les photos, sur les réseaux sociaux et autres, ou alors on se dit on apporte quelque chose de concret qui à long terme va réellement bénéficier à ceux qui en bénéficient. Parce qu'il faut savoir que quand on apporte une aide c'est se dire que quand j'aide cette personne, que je sois présente ou pas, cette aide sera rentable à long terme. Voilà. Alors l'apport qu'on donne aujourd'hui, et dont je remercie toute l'équipe avec laquelle on travaille, c'est de se dire que demain, même quand eux ne sont pas là, un enfant qui sait manipuler un jeu, sans notre présence, il peut l'expliquer à d'autres enfants. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de contagion. Et surtout que cet enfant doit avoir aussi des matériels. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc je trouve qu'à un moment donné, pour nous, c'était en tout cas la clé, la porte d'entrée pour se dire qu'aujourd'hui, on a posé des balises pour apporter quelque chose de concret au niveau de l'éducation, instruction, parce que vraiment, c'est la combinaison des deux. Donc c'était vraiment des gens motivés qui ont décidé d'apporter une aide. Et c'est différente. depuis quand votre ASBL existe? Ça fait maintenant bientôt 5 ans, on va dire officiellement. Maintenant, on travaille sur le terrain. On peut dire que c'est même un peu plus longtemps parce qu'il a fallu rédiger tout ce qui était administratif, institutionnel, qui nous a pris du temps, mais on a toujours travaillé de manière non officieuse, on l'a toujours fait. Je pense même, de ce que je sache, même depuis que je suis petite, déjà dans ma famille, ça s'est toujours fait. De l'autre côté, en Belgique, je suis connue aussi pour être dans le social, donc ça a toujours fait partie intégrante. Et vous avez un bureau ici à Kinshasa? Alors, on a un bureau ici au sein de la concession UTEX. Voilà. Et donc, c'est avenue Bassoko 38610. Et on a aussi une antenne en Belgique, dans la commune d'Anderlecht. Très bien. Le 12 août, c'était la journée internationale de la jeunesse. Madame Josiane Polo, bien que vous évoluez, vous résidez en Belgique, mais vous venez à Kinshasa de temps en temps. Certainement, vous avez déjà entendu parler du phénomène Kuluna, qui est le banditisme urbain. Vous avez aussi entendu parler de phénomène Bombé, comprenez par là du chanvre. Quel avenir pour la jeunesse congolaise? Alors, j'aimerais plutôt recorriger une petite chose, parce que quand j'entends parler de phénomène Kuluna ou Bombé, que les gens ne s'inquiètent pas. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un phénomène au niveau international. Donc, il n'y a pas une priorité, une primauté sur les enfants congolais, non. Les bandes urbaines, c'est étalé partout. Au niveau des drogues, maintenant, il y a les drogues dites classiques qu'on connaît, et puis il y a les dérivés qu'on utilise comme les papiers collants. J'ai déjà vu des choses aussi bizarres de l'autre côté en Belgique. Donc, ce n'est pas une spécificité liée à tout. Là, maintenant, où se pose le problème, c'est qu'est-ce que l'État met en place? Puisque, effectivement, on ne sait pas sauver tout le monde. Je pense qu'il faut être réaliste. Mais il y a des enfants qui font partie des bandes urbaines. Il y a des enfants qui consomment des substances illicites, qui vont les détruire, mais qu'il est possible de rattraper. Mais pour cela, l'État doit être responsable et doit mettre des mécanismes en place pour essayer, en tout cas, de rattraper ceux qui sont rattrapables. Voilà. Donc c'est à l'État de se poser les bonnes questions. Je trouve que c'est pas aux jeunes, c'est au rôle des aînés de trouver des solutions. Aux parents aussi, aux parents des responsables de ces jeunes. Alors on parle de la responsabilité des parents, mais est-ce qu'on a contextualisé les choses? Parce que l'idée c'est de se dire, est-ce que les choses sont faites de manière à ce que les parents puissent, parce que quand je vois des enfants qui font de la prostitution, mais je suis gênée. Je suis gênée par moments, il y a une hypersexualisation au Congo qui me dépasse. Mais après on se rend compte que ben oui, il n'y a pas d'argent. Donc l'enfant, la pauvreté, contribue à cela. Donc le minimum syndical, on ne l'a pas. Quand j'ai des enseignants qui se plaignent un peu de leur traitement, du manque de salaire et autres, mais alors que ces gens contribuent au développement du pays, parce que qui dit éduquer, apporter de l'instruction, le premier rempart, ce sont les enseignants. Ce sont les enseignants qui contribuent en masse. Qui n'ont pas un salaire décent en République démocratique du Congo, on ne doit pas de valeur des faces. Et ces gens, on les délaisse, alors que c'est le premier rempart pour le développement du pays. Ça n'a pas de sens. Alors je me demande, est-ce qu'on a contextualisé les choses pour décrier cela? Qu'est-ce qui a été fait en amont? Parce que donner une responsabilité, c'est bien, mais il faut la donner à tous les étages. Josiane Polo, lorsque vous regardez les jeunes Congolais, quelle image avez-vous de la jeunesse congolaise? Même ceux qui vivent en Belgique avec vous là-bas. Alors, c'est plutôt une image de résilience. Bon, les contextes étant différents, je dirais qu'ici, je retrouve beaucoup de résilience, parce que je n'ai jamais compris d'où les gens puissent cette force pour se battre.
Je disais encore hier, c'était sous la rigolade, mais j'ai dit, Mindele, mi boma depuis longtemps. Ça, c'est la dépression. La vie que les gens mènent ici, Mindele okokate. Arosa, la dépression, il va se suicider, il va se jeter. Donc, il y a une déresponsabilisation de l'État. Il y a une, une immoralité qui s'est installée, mais à tous les niveaux, et on a normalisé cela, la population paye le tribut de tout cela, mais on demande aux gens de se battre, malgré tout. Et les gens se lèvent, se battent, à leur manière, tant bien que mal, ils le font. Et moi, cette résilience, je l'admire, bien que inconcevable pour moi, mais j'avoue que je suis admirative. On va me trouver peut-être un peu dingue de le dire comme ça, mais je suis admirative de la jeunesse congolaise, puisque je sais que... Malgré tout, cette jeunesse se bat quand même pour avoir un petit rien. Elle se bat, elle se bat. Elle se bat. Je dis aujourd'hui, quand je suis vêtue, mais c'est une jeune fille qui vend des trucs, qui me propose des produits, qui me dit, maman, mais tiens, regarde, mais c'est une fille qui se bat à sa manière. On m'a maquillée, c'est aussi une jeune fille. Je ne travaille qu'avec des jeunes, de toute façon. Chacun se bat à sa manière. Donc je me dis, dans ce contexte latent, personne n'a baissé les bras. Les gens se lèvent et font quand même. Et je dis, limite, ils sont formidables parce que je n'ai jamais compris ce phénomène où on attire des jeunes pour aller accueillir des dignitaires qui passent dans la rue en leur donnant des miettes, mais ils le font, même pas par conviction, mais ils le font pour manger. Et on joue de ça, et je me dis, et ils vous respectent, donc respectez-le en retour. Travailler, ne fût-ce que ça, travailler. Parce que quand ces gens se déplacent pour vous accueillir pour des faux semblants, mais faites au moins... La moindre des choses que vous leur devez, c'est de travailler. Très bien. Dans la première partie de cette émission Univers de femmes, nous avons parlé de la situation sociale de la République démocratique du Congo. Nous avons épinglé l'éducation aussi. Dans la deuxième partie, nous parlons de la politique. Vous le savez comme moi qu'il y a eu le rapatriement de reliques de Lumumba en République démocratique du Congo. Paul Maurice, un compagnon de Lumumba, a été aussi honoré à sa manière pour le service rendu à la nation congolaise. Je sur ces plateaux, Madame Josiane Polo, qui est membre de la famille Paul Maurice. Madame Josiane, êtes-vous satisfaite que Paul Maurice soit aussi reconnu pour ses œuvres, actions, sa lutte rendue à la nation congolaise où il y a de revendications encore? Alors, tout dépend, vous savez, moi je suis une nièce. Donc, et puis j'ai trouvé, on va dire, cette histoire en cours, parce qu'ils sont morts avant ma naissance. Le combat, avant j'étais petite, donc aujourd'hui, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la question du Congo, que je me suis passionnée aussi pour cette affaire. Donc, moi, je prends sous un autre angle. Alors, on salue, mais timidement, j'ai envie de dire timidement, ce qui s'est fait. Je ne peux pas rejeter la faute aujourd'hui au président, puisque lui, il a trouvé une situation en cours, donc il l'a prise comme il le pouvait. Moi, je ne peux que saluer, mais je ne sais pas répondre au nom de tout le monde. Alors, je peux comprendre qu'il y a de la grogne dans certains coins, parce que la famille est quand même large, et il y a de la grogne, parce qu'effectivement, pendant des années, il y a eu des oubliés. Et je pense qu'on ne peut pas... Il y a eu des oubliés, mais pour cette fois-ci, ils sont quand même reconnus par le chef de l'État. Oui, mais vous pensez que quelqu'un qui a pleuré pendant des années, des gens qui ont pleuré pendant des années, qui ont été minimisés pendant des années, peuvent penser comme ça du jour au lendemain, c'est très compliqué. Donc moi j'ai une autre position et je suis peut-être décentrée de la chose parce que de par ma formation, moi j'apprécie ce qui s'est passé parce que je me dis, voilà, on les perpétue dans l'histoire du Congo, mais je peux aussi comprendre les relents des enfants, parce que je sais qu'il y a eu quand même un peu de grogne. Je me dis, voilà, que les gens comprennent, il y a des choses qui vont peut-être se tasser avec le temps, mais non, on va remercier quand même parce que de toute façon il y a un geste qui a été fait, donc ça on ne peut pas l'occulter de toute façon, mais je pense qu'il y a encore à faire. Comme quoi par exemple, c'est de là que je pose la question. Il y a encore à faire comme quoi par exemple? Moi je suis toujours étonnée quand je passe quelque part, à part les aînés, quand je parle de mon nom de famille, beaucoup de gens ne se posent pas la question. Alors, on parle quand même des acteurs de l'indépendance. On essaie que Lumumba et puis on s'arrête là. Oui, hormis cela, mais justement, normalement, c'est un trio. C'est censé être un trio. Donc, quand on dit Polo, c'est censé résonner dans la tête de la jeunesse. Et je suis toujours étonnée de me dire, non, ça ne dit rien à la jeunesse. Ça dit quelque chose aux anciens, parce qu'effectivement, c'est leur génération, ils ont vécu cela, mais la jeunesse, ça ne dit rien. Alors, si ça ne dit rien, ça veut dire aussi que ce sont des valeurs qui sont en train de s'estomper. Quand je parle de valeurs, c'est quoi? C'est que les gens doivent comprendre l'histoire. Donc, on doit en parler, dans le cadre d'un cours de citoyenneté, je dirais, parce que
qu'en comprenant l'histoire de la colonisation, les gens vont comprendre ce qui a fait que des gens se sont levés. Parce que bon, les gens ont l'impression, oui, l'indépendance, oui, non, comme ça, et ils aillent mais non, il faut comprendre derrière la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Le combat de l'indépendance, c'est quoi? Comprendre les valeurs qui ont animé ces personnes, qui ont accepté aussi de donner leur vie pour la population, pour leur pays, pour la patrie. Qu'est-ce qui les animait? Donc je me dis, en tout cas de cette affaire, de cette histoire, en tirer, je dis, le meilleur. En Belgique, on a développé ce qu'on appelle le projet Testament des martyrs. Mais pourquoi? Parce que cette mort-là, c'est un legs, mais il faut le comprendre. Et je pense qu'ici aussi, il faudrait reproduire la même chose. Très bien, merci. La marche de la République démocratique du Congo, comment évolue la RDC? Vous avez vu sur les images le marche anti-MONUSCO. La population de l'Est de la RDC veut à tout prix que la MONUSCO puisse plier bagage, puisque plus de 20 ans que les casques bleus sont en RDC, rien, et alors rien ne marche. Madame Josiane Polo, est-ce une bonne idée ça, que la MONUSCO quitte les sols congolais? Alors, il n'y a que les gens qui sont là-bas sur place qui peuvent estimer si c'est la bonne direction à suivre. La seule chose que moi je vais condamner, c'est peut-être les violences, parce qu'on est quand même dans une société où on essaye de se l'éviter. Donc s'il est possible, évitons-la. Maintenant, la MONUSCO doit se remettre aussi en question. Quand on a une montre qui n'est pas fonctionnelle, généralement, on change la pile. On doit changer. Voilà. Alors, si ça ne va pas, oui, il faut partir. Maintenant, je dirais aussi un petit bémol, la communauté congolaise doit comprendre que la MONUSCO, c'est un bien, tant bien que mal, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des rapports faits par la MONUSCO qui pourront être utilisés dans quelques années. On ne sera peut-être plus là, mais au moins, on sait qu'ils seront archivés. Si eux quittent, qui va garantir de ça? Qui sera le témoin de ce qui se passe de l'autre côté? Puisque nous-mêmes n'y allons pas. Donc, c'est un bien tant que mal. On est un peu mitigé sur la question. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Les M23, soutenus par le Rwanda, continuent à s'aimer terreur et désolation à l'est de la RDC. Est-ce qu'on doit dialoguer encore ou déclencher la guerre? Plus de 25 ans de dialogue sans résultat, est-ce que ça vaut encore la peine? Je ne pense pas. 62 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous de la marche de la RDC en quelques mots? Si on peut m'en laisser un peu plus, parce que on parle de l'indépendance, justement. Tout le monde est content, on entend indépendance tcha-tcha, mais je me rends compte que finalement, les gens se sont battus pour une liberté de droit, d'action. Donc on parle de la colonisation, on dépend des colons, on est sous leur joug, on est sous la domination. On nous a permis d'accéder à notre dignité, d'accéder à nos droits, mais aujourd'hui on ne fait pas preuve de cela. Puisque quand les choses ne vont pas bien au pays, on ne met pas nos politiciens au dos du mur pour qu'ils puissent agir pour ceux pour quoi on les a votés. On laisse les choses là de manière passive. Donc les gens sont morts pour pouvoir accéder à ces droits-là. Apprenons à les utiliser. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un message en lingala à toutes les femmes qui vous suivent et à tous les Congolais. Alors, Nayoka a une phrase, parce que j'ai réfléchi à cela, et Nayoka a une phrase qui est souvent dite, et Panabuso, à Senganzambe, à Kopesa. Moi, j'avais tendance à dire Nabatute, lève-toi et marche, donc Telema et Tambola. Et pour méditer, Senganzambe à Ropesa. Mais les gens, lève-toi et marche, ils ont action. Donc Jésus a bien dit action, donc si tu fais une action, au Tambola. Mais non, action. Donc sans action, on ne sait pas changer les choses. Donc ce que changer, il faut qu'on ait une action. Et les femmes, on est le premier rempart, parce que Tomonique Mibali peut-être, il faut aussi Mbabango, Telema, tout ça là-bas action. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. Mon invité, c'était Josiane Polo, qui est activiste sociale au sein de l'ASBEL, Enjeux et Solidaire. Elle nous a parlé de l'apprentissage de jeux en milieu scolaire en République démocratique du Congo. Avec elle, nous avons cerné aussi l'actualité en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette émission Univers des femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.